Nous allons consacrer notre partie débat à la cause libyenne, car, comme nous l'avons mentionné au début de notre rencontre, les forces du gouvernement d'union ont repris des casernes à Daesh. Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Dr Ahmed Ibrahim Al-Faqih, écrivain libyen et penseur. Dr Ahmed Ibrahim Al-Faqih, bonsoir. Et nous avons aussi le plaisir d'accueillir avec nous Monsieur Abdelhafiz Rouqa, qui est l'ex-vice-président du Conseil intérimaire ou transitionnel libyen, et il était aussi le syndicat des avocats en Libye. Monsieur Abdelhafiz Rouqa, bonsoir. L'entretien va se dérouler en langue arabe, et merci à notre collègue Hoda Ismail qui va assurer l'interprétariat simultané vers le français. Docteur Ahmed Ibrahim Al-Faqih, vous êtes un penseur libyen, vous êtes le bienvenu. On commence par la dernière nouvelle que nous avons eue, selon laquelle les forces libyennes, les forces gouvernementales libyennes ont pu reprendre des positions de Daesh. Est-ce que vous pouvez jeter la lumière sur cet événement et sur les positions contrôlées par Daesh en Libye? Oui. La guerre contre Daesh continue jusqu'à maintenant, depuis 3 ou 4 ans, et la guerre continue dans les régions à l'est, spécialement à Benghazi, et l'armée libyenne officielle reconnue par le Conseil des députés ont pu réaliser des victoires considérables contre Daesh. Et Daesh était centré à Benghazi, qui est libéré maintenant, et plusieurs parties de Benghazi ont été libérées. De même, de Daesh s'est concentré à Darna, et Daesh était obligé d'évacuer cette région. Et de même, il y avait, comme vous savez, la résistance populaire contre Daesh, et par suite Daesh s'est concentré dans la région centrale de Libye, qui se trouve entre l'est à l'ouest, et spécialement dans la ville de Sirte. C'était une ville qui était préparée par l'ancien régime au pouvoir pour devenir capitale dotée de l'aéroport, doté des camps, des bases aériennes, des endroits pour le départ et le voyage. Donc, c'est une région stratégique très indispensable qui s'étend sur une longue distance. À savoir, comme vous savez, la province de Sirte est vaste, à peu près 200 km tout au long du littoral libyen. Donc, les forces ont mené des combats contre Daesh. Et par suite, le Conseil présidentiel libyen, ou le gouvernement de consensus, est parvenu à Tripoli, et il y avait un consensus dans la région à l'ouest et jouit d'une grande assistance internationale. Ce gouvernement a mobilisé toutes les régions dépendantes du ministère de la Défense, et les miliciens, certains miliciens ont déclaré leur appartenance au gouvernement de consensus. Et les forces libyennes ont pu, grâce à l'assistance internationale, non pas une assistance militaire directe, mais à travers une formation et une assistance logistique représentée par des satellites et des conseillers, ont pu réaliser leurs objectifs. Les forces ont avancé vers plusieurs sites proches
de Sirte. Les forces n'ont pas atteint jusqu'à maintenant Sirte de peur de porter atteinte à la densité démographique. Parce que, comme vous savez, on a besoin de bien penser et d'élaborer et de mettre en place une bonne stratégie avant de porter atteinte aux civils. Parce que, comme vous savez, les Daesh peuvent exploiter la population comme des boucliers pour se protéger contre toute attaque. Donc, ils ont pu protéger les civils et les forces gouvernementales ont pu accéder à plusieurs régions hors de la ville. Donc, il y a des bases très puissantes où on a mené des combats contre Daesh. Donc, c'est une victoire menée par les forces. Et nous, en tant que courant national, libéral et civil, nous fournissons notre assistance à tous ceux qui combattent Daesh. Daesh est considéré comme une épidémie et nous assistons tout ce qui nous assiste dans notre combat contre Daesh. Et nous fournissons l'aide morale, l'assistance nécessaire et par la mobilisation populaire. Nous souhaitons que le combat contre Sirte va réunir toutes les forces à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Nous devons mener un combat considérable comme le combat de djihad libyen qui a été mené contre les Italiens qui ont essuyé des échecs. Et comme vous savez, la seconde, il y avait un rôle joué par les Italiens à la Seconde Guerre mondiale. Vous savez que maintenant la Libye inclut le gouvernement d'entente nationale qui ne jouit pas jusqu'à maintenant de l'aval de la part du Conseil des députés. Il y a de l'armée à l'Est qui n'a pas approuvé le gouvernement d'entente nationale jusqu'à maintenant. Pour cette raison, le gouvernement d'entente nationale a été créé à la suite des négociations et ce gouvernement d'entente nationale doit être soutenu par les différentes parties concernées. Et nous souhaitons une sorte d'entente entre les différentes parties concernées qui peuvent nous fournir les idées nécessaires pour faire sortir la Libye de la crise actuelle, y compris la défaite de Daesh. Je pose ma question à M. Abdelhafiz Rouk. Vous êtes le vice-président, l'ex-président du Conseil transitoire libyen. Depuis la chute de Kadhafi, la majorité du peuple qui a soutenu la chute de Kadhafi, ce qui a été prévu, c'était la réunion et l'union du peuple pour la reconstruction de la Libye. Mais on a trouvé qu'il y avait quelles sont les pressions menées sur les politiciens et les décideurs en Libye? Est-ce que c'est la différence des tribus? À votre avis, comment vous pouvez interpréter cette divergence d'avis, spécialement à la suite de la chute du Kadhafi? Il y avait la chute de l'État également, parce que l'État était basé sur une seule personne. Et quand la Kadhafi a chuté, tout l'État a chuté. Nous n'avons pas une institution militaire. Nous avions des brigades qui portaient des noms des fils de Kadhafi, la brigade de Khamis et la brigade de Saadi. Donc, ce sont des brigades qui protégeaient le régime au pouvoir. Et quand le régime au pouvoir a chuté, tous les composants de l'État ont chuté à la suite. Et en dépit de cela,
le gouvernement d'union ou le conseil transitoire gouvernemental a pu, au cours d'une guerre qui a mené 8 mois, ce conseil a pu libérer toutes les villes libyennes des forces de Kadhafi. Et en dépit de la déclaration de la libération, le conseil transitoire a promulgué une constitution au cours de la période transitoire et le conseil a pu tenir des élections pour la première fois en Libye depuis plus d'un demi-siècle et on a pu élire la conférence nationale en juin 2012, mais le problème qui a été affronté par les institutions transitoires, qui était le problème de la diffusion et la prolifération des armes. Comme vous savez, le régime au pouvoir en Libye a aidé à la diffusion d'armes en Libye et selon les indices, on a trouvé qu'il y a plus de 20 millions d'armes légères et lourdes et ces armes ont affecté négativement la période transitoire. En plus, une grande partie de ces armes étaient sous le contrôle des organisations terroristes qui ont trouvé le climat adéquat, spécialement à la suite de la révolution et des négociations menées dans les différentes parties de l'État. Alors, ces organisations terroristes ont pu se propager à l'est, à l'ouest, au sud et au nord de l'État et nous payons le prix de cette propagation. Donc, comme vous savez, nous souhaitons la construction des institutions naissantes comme la conférence nationale et le gouvernement national et nous souhaitons le renforcement des institutions présentes dans le but de reconstruire ces institutions. Donc, la prolifération des armes constitue un obstacle et par suite, les organisations terroristes se sont diffusées et de cette façon, tout cela a pu entraver la reconstruction des institutions économiques et politiques. Et donc, les tribus ont soutenu seulement le processus politique depuis le début de la révolution, mais comme vous savez, les miliciens se sont propagés dans les différentes parties de l'État et qui ont affecté négativement la période transitoire et nous subissons jusqu'à maintenant les impacts négatifs de la prolifération des armes contrôlées par les organisations extrémistes et terroristes. Mais le processus politique était sur le bon train, mais la conférence nationale était incapable de collecter toutes ces armes et de la dissolution ou l'élimination des organisations terroristes, mais de même le rôle de la communauté internationale a reculé. On souhaitait que la mission onusienne qui existe depuis la révolution jusqu'à maintenant devait aider le peuple égyptien pour la collecte de ces armes et pour le renforcement des institutions militaires pour aider le pays à être sur la bonne voie. Vous avez déjà mentionné la communauté internationale et tous ceux qui ont contribué à la chute du régime au pouvoir et tous ceux qui ont contribué à la prolifération des armes en Libye. Comment vous voyez cette position? C'est une réalité selon laquelle la communauté internationale a aidé la Libye de se débarrasser du régime dictature qui a refusé à la suite de la révolution pacifique. Donc, c'est l'ancien régime au pouvoir qui a obligé le peuple à transformer la révolution pacifique en une révolution armée parce que ce régime a utilisé la répression contre le peuple. De même, les institutions militaires ont subi plusieurs atteintes. Donc, quand l'ancien régime au pouvoir a constaté que c'est une grande révolution à l'est et à l'ouest du pays et dans les différentes parties de l'État, pour cette raison, l'ancien régime au pouvoir a ouvert tous les camps. Donc, la Libye est dotée de plusieurs armes, mais avec la période transitoire et avec la difficulté du processus politique à cause du rôle joué par les miliciens armés qui ont entravé la reconstruction des institutions. Donc, comme vous savez, il y a des boucliers. On ne trouve pas une force politique nationale, mais nous avons maintenant un conseil sécuritaire. Donc, nous devons avoir des volontaires qui
doivent participer à la police. Et comme vous savez, l'institution militaire symbolise l'État. De même, les institutions militaires doivent protéger le pays contre le chaos. Et la communauté internationale et les grandes superpuissances et l'Union européenne n'ont pas joué ce rôle et n'ont pas tendu leurs mains au peuple libyen pour la reconstruction des institutions qui visent à collecter les armes. Nous souhaitons que ce rôle soit renforcé à travers la mission onusienne et à travers le rôle joué par l'ONU. Et si ce processus va être appliqué selon la Convention, nous pouvons mettre fin à cette crise et nous pouvons collecter ces armes qui doivent être contrôlées par les différents services de sécurité. Et de cette façon, nous pouvons démanteler toutes les organisations terroristes qui se trouvent à l'est et à l'ouest du pays et de leur faire sortir. Et de même, de cette façon, nous pouvons réaliser des objectifs positifs. Donc, comme vous savez, la communauté internationale doit assister le peuple libyen pour se débarrasser des armes. Monsieur Dr Faqih, vous avez déjà mentionné que l'armée refuse d'être dépendant du gouvernement national. Qu'est-ce que l'armée dit? Ou le chef de l'armée dit que ce gouvernement a demandé l'assistance des miliciens et cela est inacceptable dans les forces nationales. Alors, je veux dire également que ce gouvernement d'entente nationale, c'est-à-dire, je peux dire, le conseil présidentiel qui a été approuvé par le conseil des députés. Le conseil des députés n'a pas ratifié jusqu'à maintenant la formation du gouvernement. Alors, je veux dire que le conseil présidentiel et le gouvernement d'entente nationale ont demandé l'assistance de certains miliciens à cause du retard de la mobilisation légitime qui se trouve à Tobruk, à Al-Baïda, et le rôle du leadership militaire a retardé et de cette façon, depuis qu'il était en Tunisie hors du Libye, il était obligé d'entrer à Tripoli d'une manière d'infiltration. Il n'y avait plus l'aval formel, mais la Libye et le monde ont besoin de la référence. Et on a trouvé une sorte d'assistance de certains miliciens qui se trouvaient à Tripoli et ayant un caractère religieux islamique. Donc, le gouvernement, on doit appeler le gouvernement et l'armée nationale à se réunir ensemble autour de la table des négociations. Vous devez discuter ensemble pour régler le problème. Et ces miliciens peuvent être intégrés dans l'armée comme des individus. Et de cette façon, j'ai proposé que le mandat octroyé à ce gouvernement doit être insolent. Même si ce gouvernement est doté d'un caractère islamique, mais le peuple libyen est la référence principale. Donc, dans les élections, on doit préciser si le peuple va élire Daesh au pouvoir, c'est une autre chose. Mais donc, nous souhaitons que toutes les parties libyennes concernées se réunissent ensemble pour devenir un élément de construction et non pas un élément de destruction, parce que sinon l'État va subir une sorte de division et de destruction. Donc, il y a des actions à l'est et à l'ouest. Les éléments qui sont intégrés dans des agendas occidentaux pour démanteler les pays arabes peuvent
réussir et peuvent réaliser leurs objectifs qui portent atteinte aux objectifs de la Libye. Comme vous savez, la Libye doit être unie. Alors, nous devons mettre en place des scénarios positifs. Pour cette raison, on appelle toutes les parties libyennes concernées qui sont dotées d'une vision nationale et qui sont attachées à la reconstruction de la Libye à l'est et à l'ouest à se réunir ensemble. Alors, ils doivent se mettre d'accord cette année pour la mise en place d'une feuille de route visant à la création du Conseil des députés et ils doivent se mettre d'accord sur l'élection d'un président de l'État ou d'un roi. Et j'appelle au retour au système, au régime royal. Pourquoi vous préférez le régime royal? Alors, je préfère le retour au régime royal parce que la Libye était un royaume. Et on s'est mis d'accord sur l'importance du régime royal qui a réalisé des victoires considérables et des réussites. Et comme vous savez, le putsch militaire était mobilisé par des forces occidentales. Et ce putsch militaire a pris fin, alors on doit retourner au régime royal approuvé par le peuple. Et ce régime royal était doté de certaines traditions. Nous voulons un régime royal moderne où le roi contrôle mais ne gouverne pas. Et le roi doit être un symbole pour l'unité de l'État. Permettez-moi, je voudrais savoir l'avis de M. Rouka. Comment vous voyez cette proposition? Non, je ne suis pas avec l'avis du docteur. Alors, on a parlé de la phase de l'indépendance. Il n'y a plus des hommes qui assument la responsabilité déjà assumée par l'ancienne génération libyenne. Ce que nous voyons maintenant, ce sont des nouvelles générations chaotiques et ignorantes depuis 4 décennies et l'État est vide de tous les atouts nécessaires et la vie politique, économique et culturelle et ont subi certains impacts négatifs. Alors, nous avons subi les impacts négatifs du régime dictature ou individuelle. Comme vous savez, c'est la réalité. Alors, c'était la manière par laquelle la Libye a été créée. Et comme vous savez, nous ne voulons pas déformer l'histoire libyenne. Il y avait des grands hommes qui ont unifié la Libye. Comme vous savez, la Libye était un royaume constitutionnel doté des institutions constitutionnelles représentées par le gouvernement d'union et du Conseil de Parlement et des institutions sociales. La Libye était un État moderne doté de toute la renaissance nécessaire. Comme vous savez, le pétrole a été découvert en 1963 et en dépit de l'absence du pétrole pendant cette année, on a créé plusieurs universités. Mais comme vous savez, c'était la période la plus florissante de la Libye. C'est le sort qui doit être approuvé par le peuple libyen s'ils veulent adopter le système royal ou pas. Donc, mais nous parlons de la période transitoire actuelle. Nous sommes aux 6e année de la période transitoire. Donc, il est temps maintenant de reconstruire les institutions de l'État. Nous devons nous débarrasser du chaos pour la création des institutions en tête desquelles figurent les institutions militaires qui doivent mettre fin au chaos
niveau de l'État. Et c'est ce que nous avons déjà connu lors des 2 ans passés. Nous avons créé le commandement de l'armée et à travers l'amendement de la loi législative, comme vous savez, cette institution militaire a pu composer ces différents piliers, mais ces institutions militaires mènent des combats et des guerres contre le terrorisme. Comme vous savez, le terrorisme est une question qui va durer longtemps, mais on n'a pas laissé à cette institution l'opportunité de se reconstruire. Pour cette raison, cette institution militaire doit intégrer les différents individus. Nous avons 4000 soldats au sud qui doivent être intégrés dans l'armée. Nous avons un bon nombre de soldats à l'ouest qui doivent être intégrés à l'institution militaire. Nous avons des officiers, des sous-officiers qui sont chargés de la création des institutions militaires. Nous ne voulons pas que le Conseil présidentiel demande l'assistance des miliciens. Alors pourquoi le gouvernement d'entente nationale a demandé l'assistance des miliciens? Malheureusement, comme Dr Ahmed a déjà mentionné, on n'a pas trouvé dans la capitale que ces miliciens, et conformément à l'entente politique, on doit faire sortir ces groupes armés de la capitale et des autres villes. C'était l'entente politique qui a été mise en place. Et de même, le climat sécuritaire doivent être disponibles pour le rôle joué par l'institution militaire. Donc, vous savez qu'il y a une base maritime contrôlée par les forces libyennes et l'institution militaire libyenne. Et c'était une bonne chose faite par le gouvernement d'entente. Mais on a déjà dit que cette base maritime est entrée dans le littoral par la communauté internationale. Nous souhaitons que l'opportunité soit saisie par les forces armées et par le commandement des forces armées pour la reconstruction des institutions militaires, pas avec l'assistance du gouvernement d'entente nationale qui jouit d'une assistance arabe et internationale de grande ampleur. Mais nous étions surpris par le fait que le Conseil présidentiel a créé les gardes présidentielles et il n'a pas créé les institutions militaires qui doivent intégrer les soldats militaires. Nous voulons créer des institutions militaires de grande ampleur et d'une grande puissance. Et sans doute, le Conseil d'entente nationale et le gouvernement d'entente nationale qui n'ont pas vu le jour jusqu'à maintenant, comme vous savez, on n'a pas octroyé la confiance à ce gouvernement jusqu'à maintenant. Alors, qui doit octroyer la confiance au gouvernement? C'est le Conseil des députés qui doit donner la confiance au gouvernement. Et en dépit du rôle modeste joué par le Conseil des députés, on peut dire que le Conseil des députés est considéré comme l'autorité élue jusqu'à maintenant d'une manière officielle. Et ce que M. Ahmed a déjà mentionné est stipulé par l'entente politique. Et si on va pas réussir à réaliser les priorités de l'entente, il y aura un autre an. Nous avons 2 ans maximal pour ce gouvernement. Pourquoi? Parce que ce gouvernement doit assurer la stabilité et le rôle joué par ce gouvernement consiste à unifier l'État parce que l'État est divisé. Il y a des institutions législatives à l'ouest et à l'est. Nous avons des banques centrales dans une partie, une autre banque dans une autre partie. Nous voulons unifier toutes les institutions. De cette façon, la Libye doit être unifiée, dotée d'une seule autorité constitutionnelle et législative et dotée de toutes les institutions sociales. Et c'est ce que nous souhaitons c'est ce que nous souhaitons à travers le gouvernement d'entente. Et le Conseil des députés doit tenir la séance pour octroyer la confiance au gouvernement et le Conseil des députés doit approuver le programme gouvernemental et le Conseil des députés doit contrôler le rôle joué par le gouvernement et donc c'est ce que nous souhaitons en tant que
force nationale, c'est le bon exemple pour régler la division qui se trouve au sein de l'État. Mais si nous n'allons pas réaliser ces objectifs, le prix sera très cher et l'État peut être démantelé en plusieurs parties. Je voudrais parler de la division parce que je voudrais poser à Dr Fakir en tant que penseur qui assume la responsabilité. Là, donc, les discussions menées avec le peuple, les politiciens jouent leur rôle, mais votre rôle doit toucher les cœurs des peuples. Est-ce que vous voyez un grand problème, à savoir les impacts de la révolution ou les impacts des crises politiques? Est-ce que les Libyens eux-mêmes sont unis ensemble ou se sont entendus sur toutes les questions où il y a des divisions tribales? Est-ce qu'il y a des préférences tribales? Est-ce que les penseurs et les écrivains comme vous peuvent faire quelque chose pour le traitement de tous ces problèmes? Donc, nous assumons une responsabilité au niveau culturel. Et nous jouons un rôle dans les périodes avant-crise, durant la crise et post-crise. Mais dans certaines périodes, nous avons besoin des priorités, spécialement quand il y a une crise d'aliments. Donc, le besoin essentiel est représenté par la nourriture. Donc, la Libye passe par cette crise. Comme vous savez, il y avait... On a déjà dit que la Libye passe par une crise très difficile et très délicate. Alors, les Libyens sont considérés comme une entité harmonisée et les Libyens sont un tissu bien unifié social, un tissu social. Et on disait que la Libye est divisée en des tribus, mais c'est une sorte d'exagération. La Libye inclut un bon nombre de familles. Donc, mais il y a une action internationale très minime et très négative. Comme M. Abdelhafiz a déjà mentionné, l'héritage d'un demi-siècle passé est dépressif et il n'a pas laissé, comme vous savez, l'ancien régime au pouvoir apporter atteinte au tissu social et il a pu attiser les conflits ethniques, tribaux, etc. Mais je parie toujours qu'il y a une unité libyenne, mais comme vous savez, l'action politique est très négative et affectée par les agendas occidentaux et l'action politique est corrompue. Comme vous savez, il y a certains courants islamiques qui manipulent la religion et qui exploitent la religion comme une sorte de couverture de leurs actions. Pour cette raison, je parie sur le peuple et je vais dire que le retour aux élections intègre, doté de la condition du contrôle, assurant l'intégrité de ces élections. De cette façon, on va être sur la bonne voie. Et de cette façon, on peut réaliser l'unité de l'État et de cette façon, nous pouvons réaliser la prospérité et le meilleur avenir. Donc, concernant le rôle des penseurs et des intellectuels est un rôle crucial, mais ce rôle,
Comme j'ai déjà dit, nous souffrons de la marginalisation culturelle. On essaie autant que possible d'écarter la culture de la politique et il y avait des tyrans qui ont accédé au pouvoir et qui considèrent la pensée et la culture comme une ennemie. Alors le Kadhafi avait la volonté d'écarter la culture du régime au pouvoir. Nous sommes mis d'accord sur le fait de la marginalisation de la culture de la part de l'ancien régime au pouvoir. Et je trouve que Daesh est le résultat normal de l'agression menée contre la culture. Donc notre rôle sera positif et crucial et on va essayer de lever toutes les restrictions imposées sur la culture. Donc, comme vous savez, ils essayent autant que possible d'éliminer la pensée. Donc, ils essayent d'affecter négativement le peuple de manière à ne pas penser. Donc, c'est un système de dictature et quand il n'y a plus de pensée, alors on ne va plus diriger le pays. Monsieur Abdelhafiz Roukat, tu étais l'ex-vice-président du Conseil transitoire libyen. Comment vous pouvez évaluer le rôle joué par ce Conseil? Dans le cadre des conditions, comme vous savez, le Conseil a été créé à la suite de la Révolution. La Révolution était en février et on s'est mis d'accord sur la création du Conseil le 26 février et la première réunion du Conseil était en mars 2012. Donc, c'était au début de la Révolution et c'était une autorité consensuelle. On a créé des municipalités dans les villes et spécialement à l'est de la Libye, à Derna, à Tobruk, à Merj, jusqu'à Benghazi. On a créé des municipalités pour gérer l'affaire parce qu'il y avait un vide dans la plupart des institutions à Benghazi parce que Benghazi compte 80 000 habitants. Nous avons trouvé qu'il n'existait plus des institutions militaires, etc. Pour cette raison, nous avons créé des comités de secours, des comités médiatiques pour sécuriser les services publics à Benghazi et ces municipalités ont joué leur rôle et ces municipalités se sont réunies dans des conditions très difficiles et de cette façon on a créé le Conseil transitoire pour gérer l'État en cas de guerre. Et ce conseil, en cas de guerre, était le gouvernement, l'autorité législative et de contrôle en dépit de la présence du bureau exécutif. Mais vu la présence du chef, nous avons créé un bureau exécutif qui fournissait les services de base essentiels au peuple et pour verser les salaires aux fonctionnaires et pour fournir le carburant nécessaire. De même, ce conseil était chargé de fournir les services de base essentiels. Alors, depuis 17 février jusqu'à l'octobre 2011, comme vous savez, c'était un cas de guerre et nous avons libéré la Libye. Alors, on a décidé de tenir des élections parce que, comme vous savez, le peuple a commencé à ne pas approuver ce conseil d'entente. Et pour cette raison, il y avait une sorte d'opposition contre ce conseil et dans les conditions chaotiques, même dans le cadre de la diffusion des armes, il y avait un seul crime qui a eu lieu, à savoir le martyr Abdel Fattah Younis qui a été tué par les extrémistes islamiques qui ont assassiné le martyr Abdel Fattah Younis. Et au cours de cette période, il n'y avait aucun crime commis à l'exception de ce crime. Il y avait également des
personnes qui ont joué dans d'autres domaines. Donc, les groupes islamistes voulaient accéder au pouvoir. Comme dans n'importe quelle situation, quand vous allez, comme vous savez, le Conseil a été créé dans des conditions très difficiles. Sans doute, il y avait des fautes commises par le Conseil, mais ces fautes étaient involontaires. Mais comme vous avez déjà mentionné, le Conseil œuvre pour tenir des élections et sans doute les élections ont été tenues et le peuple libyen a participé aux urnes. Pourquoi? Parce que, comme vous savez, les Libyens ont décidé de relever des défis et ils ont décidé de participer aux élections qui ont été contrôlées par la Ligue arabe et par l'ONU. Donc, comme vous savez, depuis d'un demi-siècle, le peuple libyen ne savait plus les élections, mais ils ont pu participer actuellement aux élections et on a pu organiser des stages de formation et nous avons créé le conseil, mais malheureusement, ce conseil élu qui a accédé au pouvoir lors d'une cérémonie, comme vous savez, et ce conseil a affronté des problèmes représentés par la révolution et ce conseil a pu régler ces problèmes à travers les élections. Donc, le Conseil a pu accéder au pouvoir dans une grande cérémonie officielle à laquelle ont participé plusieurs figures éminentes, mais le Conseil n'a pas pu réaliser des objectifs positifs. Mais comme vous savez, ce Conseil n'a pas pu emprunter le processus démocratique et le Conseil a joué un rôle, mais comme vous savez, le rôle des penseurs et des intellectuels était un rôle clé au cours de la révolution. Même les penseurs, les intellectuels doivent avancer des propositions et des initiatives à travers lesquelles nous pouvons régler les problèmes jusqu'à la fin de la conférence nationale. Comme vous savez, la conférence nationale a échoué et le peuple était opposé contre cette conférence. Et nous avons créé le comité de février. Nous avons tenu des nouvelles élections, mais comme vous savez, le Conseil des députés a été élu, mais moins de la moitié des électeurs. Mais on a trouvé que jusqu'à maintenant, en tant que force nationale, nous continuons à avancer des propositions et à renforcer le dialogue et l'entente pour sortir de la crise. Et jusqu'à maintenant, il y a l'initiative nationale qui a été mise en place de Benghazi, qui a été présentée par des activistes et des intellectuels pour le règlement des problèmes. Il y a des initiatives menées par les députés. Il y a des actions actuelles pour rapprocher les points de vue et pour renforcer le gouvernement d'entente nationale. En plus de l'assistance internationale, ce gouvernement doit jouir de l'assistance populaire à l'Est, à l'Ouest, au Sud, au Nord, pour devenir un gouvernement pour tous les Libyens qui va être un espoir pour sortir de la crise. Docteur Faki, comment vous pouvez interpréter que les forces nationales, y compris les forces internationales, comme par exemple le Conseil de sécurité, n'a pas joué son rôle clé à l'égard de la crise libyenne? Comme vous avez déjà mentionné, il y a un manque du rôle joué par la communauté internationale, mais comme vous savez, il y a une prolifération des grandes quantités d'armes en Libye. Il y avait une chute de l'ancien régime au pouvoir. Il y avait une mission qui devait être accompli par l'ONU et par l'OTAN, mais ce rôle n'a pas été joué effectivement par l'ONU. Mais de l'autre côté, la communauté internationale représentée par l'ONU, selon mon propre point de vue humanitaire, devait comme vous savez, la communauté internationale a soutenu la paix et la sécurité en Libye. Permettez-moi, je voudrais dire, est-ce que la communauté internationale a soutenu la Libye, mais
quand les forces internationales voulaient se débarrasser d'El Kadhafi et ont pu réaliser leurs objectifs, quels étaient les intérêts de ces forces internationales? Mais pourquoi ces forces internationales ne soutiennent pas la Libye? Maintenant, la balle est entre les mains du peuple libyen. Alors Dieu assiste les gens qui assistent eux-mêmes. Donc les Libyens ne sont pas unifiés. Alors la communauté internationale ne peut pas les soutenir. Mais comme vous savez, la communauté internationale a assisté la Libye pour la création d'un conseil national sous la supervision onusienne. Et donc, nous sommes parvenus à la création d'un gouvernement d'entente nationale ou conseil présidentiel. Il appartient maintenant aux Libyens de jouer leur rôle. En tant que Libyens, nous devons écarter les choses inutiles. Donc, on doit s'unir ensemble. Et comme vous savez, on doit accorder un intérêt aux objectifs de la Libye. Donc, il y a une prédominance de la logique idéologique, de la logique tribale. Alors, quand on accède à un poste, on oublie les intérêts sublimes de l'État. Et comme vous savez, on s'intéresse aux postes clés, au conseil des députés, et on se désintéresse de l'État. Donc, on a besoin de chercher l'intérêt de l'État. Comme vous savez, la Libye est dotée de plusieurs richesses. Et comme vous savez, la Libye est dotée de toutes les ressources humaines, de toutes les ressources et les richesses naturelles. Et comme vous savez, le Qatar, vous savez, la superficie du Qatar en comparaison avec la superficie de la Libye, c'est, comme vous savez, la Libye est plus grande que le Qatar. Donc, malheureusement, nous voulons entendre plus d'informations, mais malheureusement, le temps est insuffisant. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Je remercie M. Abdelhafiz Rouka. Vous êtes l'ex-vice-président du Conseil transitoire et le bâtonnier des avocats. Je vous remercie infiniment pour toutes les informations précieuses que vous avez déjà fournies. Merci. Eh bien, aujourd'hui, nous avions consacré notre partie débat à la question libyenne. Nous avions eu le plaisir d'avoir avec nous Dr Ahmed Ibrahim El-Faqih, écrivain et penseur libyen, et aussi M. Abdelhafiz Rouka, qui était le vice-président du Conseil transitionnel libyen. Et en fait, ils ont dit ou ils ont exposé leur point de vue, ils ont exposé les solutions d'après eux. Et la question, comme l'a dit Dr Ibrahim El-Faqih, consiste à ce que le peuple libyen fasse ce qu'il a à faire. Le moment n'est plus opportun pour demander de l'aide d'ici ou d'autres, ou de la part de n'importe quelle instance internationale ou de la part de la communauté internationale, mais c'est aux Libyens de faire ce qu'ils ont à faire. Je tiens aussi à remercier ma collègue Hoda Ismail qui a assuré l'interprétariat simultané. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. Très bonne soirée à tous et à la prochaine.